Bien, chers collègues et néanmoins amis, il est maintenant l'heure de commencer notre table ronde sur le construit du CLES à l'échelle européenne. J'ai l'honneur de modérer cette rencontre avec nos amis européens et Claude Springer, qui a été très important pour nous et notre histoire. Donc, nous allons travailler aujourd'hui, cette fois-ci, sur le construit du CLES, le construit à l'échelle européenne. Alors, peut-être on peut rappeler très brièvement ce qu'est un construit. Le construit, c'est comment, en fait, une certification ou un test de langue est conçu et ce qu'il mesure, les compétences qu'il mesure. Et la problématique, c'est de se demander si, effectivement, il fait bien ce qu'il doit faire. C'est ça qu'on trouve la plupart du temps dans la littérature. Alors, je vais vous présenter nos invités. Je commence par Julia Sabala, à ma droite, à ma gauche, du coup, qui est, je suis délatéralisé, donc, qui est donc la présidente de l'association CERCLE, qui est la Confédération européenne des centres de langue de l'enseignement supérieur, donc le RANACLES européen, on pourrait dire. Qui est également la vice-présidente de ACLES, qui est l'Association des centres de langue de l'enseignement supérieur. Et je profite de l'occasion pour saluer dans la salle la présence de Madame la présidente d'ACLES, Juana San Martin, qui est venue de Murcia pour donc passer cet anniversaire des 25 ans du CLES avec nous. Merci Juana d'être venue jusqu'à nous, ça nous touche énormément. Nous avons Dr Fischer, juste après Julia. Je me venge de la façon dont il m'avait présenté à l'anniversaire d'Unicert il y a quelques années. Donc, il travaille à l'université Georges Auguste de Göttingen et il a été un certain nombre d'années le président d'Unicert. Il est le fondateur du réseau NERTI, finalement. Et en fait, c'est aujourd'hui que j'ai appris que je suis l'ancien président d'UNICER. Je n'avais pas cette information avant, c'est sur le slide précédent. Donc tu es toujours président d'UNICER ? À moins que j'ai loupé quelque chose, c'est peut-être la présidente de l'association le voudrait peut-être bien que je sois l'ancien, mais à mon savoir, on n'y est pas encore. My apologies, my dear Johan. Non, je pensais que c'était de... Mais enfin bon, c'est pas grave. Mais souvent, on apprend des choses. Voilà, mais toujours, tu vois, absolument. Et bien sûr, le professeur Claude Springer, qui donc est professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille. Claude, en fait, a été le porteur du projet CLES dans les années 2000. Et j'ai envie de dire, il m'en voudra de dire ça, mais j'ai envie de dire que quelque part, c'est grâce à son action et à son militantisme si aujourd'hui nous sommes là tous réunis pour fêter les 25 ans du CLES. Donc notre problématique, les questions que nous allons aborder aujourd'hui seront les suivantes. La structure de la table ronde est un petit peu différente de ce que vous avez vécu précédemment. Nous allons avoir deux questions. Chaque invité va s'exprimer sur ces questions pendant 5 minutes à peu près chacun. D'accord ? Donc, première question, un premier tour de table. Deuxième question, un deuxième tour de table. Et ensuite, nous aurons un échange sur ce que vous avez entendu. L'idée, c'est de ne pas couper les différentes interventions du public. On a souhaité avec Annick que ce soit un dialogue autour de ce qu'est le CLES au niveau didactique. Donc la première question, la voici. Je rappellerai en préambule, donc elle concerne le construit, bien sûr, le construit didactique du CLES. Donc je rappellerai en préambule qu'il y a 25 ans, il était parfaitement exotique, original, presque unique, puisque nous étions dans une certification donc actionnelle, bien sûr, et on pourrait même dire scénarisée, dans laquelle nous sommes dans une perspective holistique, puisque tous les éléments qui constituent le dossier CLES, à commencer par le dossier documentaire, alimentent la production, et nous sommes dans le cadre d'une mission avec des jeux de rôle pour B2, mais pour B1 aussi finalement, et la solution d'un problème qui est au départ conçu comme un problème d'origine plutôt sociétale, en fonction des niveaux que le sujet concerne. Donc ça, c'est, on a envie de dire, peut-être original encore aujourd'hui, mais imaginez, il y a 25 ans. Donc, où en est-on de cela ?
quelle place est-ce que le CLES peut jouer avec ce construit dans le monde contemporain? Ça, c'est notre première question. Que me dire-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire certifier une langue aujourd'hui? Certifier une performance en langue, une compétence en langue? Mesurer quoi, comment, pourquoi, etc. Ce sont le genre de questions qui vont nous guider aujourd'hui. Et la deuxième question, je vous la donnerai tout à l'heure. Et je propose de passer tout de suite la parole à Madame Sabala pour sa vision du construit du CLES. Bon, je pense que ça que distingue le construit du CLES, c'est que c'est une philosophie d'évaluation, c'est une manière différente, une façon différente de mesurer, si on peut l'appeler mesurer, la compétence linguistique et une manière différente de voir le rôle du candidat. Et quand j'ai découvert le CLES il y a déjà des années, je le trouvais très intéressant, mais je dois avouer que je pensais que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire au niveau pratique. J'étais très sceptique et mes collègues le savent bien parce que je ne voyais pas, je pensais que c'était une très bonne idée, mais je ne voyais pas comment le faire. Et la vérité, c'est que je pense que CLES a été vraiment visionnaire. Et tu l'as dit déjà, c'était quelque chose que ne se faisait pas dans la certification universitaire. Et cette idée d'intégrer dans les examens universitaires l'approche actionnelle du CE/CR, c'était quelque chose que le volume complémentaire a vraiment formalisé après. Mais le CLES l'a fait avant que ça. Alors, il a d'une manière précédé son temps. Mais c'est que je pense que est plus important, c'est la manière dans laquelle le CLES conceptue la tâche, l'authenticité de la tâche. Et je crois que c'est ça qui donne force au modèle. L'idée est tout simple, parce que vraiment, si on pense à l'idée, c'est une idée vraiment simple. On va créer une situation réelle, authentique. Mais ça, ce ne faisait pas. Même maintenant, qu'on a beaucoup de certifications européennes que le fassent, c'était le CLES et je pense que UNICERT aussi. Et les seuls, je pense que CLES était avant d'UNICERT, mais c'était les seules certifications européennes qui le faisaient. Et ce sont le CLES le faisait d'une manière avec une cohérence didactique que j'ai trouvé vraiment révolutionnaire. Parce que l'idée, c'était pas mesurer qu'est-ce que les élèves savaient, mais qu'est-ce qu'ils savaient faire. Et c'est une idée complètement différente. Qu'est-ce qu'ils savaient faire dans la langue? Alors, leur capacité de mobiliser les ressources linguistiques, pragmatiques, sociolinguistiques dans une situation authentique. Et c'est là encore très différent de la logique de tests standardisés qu'on retrouve en général souvent ailleurs. Je crois aussi que le CLES apporte quelque chose que Neus a déjà dit ce matin, parce que je pense que le CLES rapproche l'évaluation et l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose que je pense que c'est important pour les language testers. Du moment que le WashPack généré est tellement positif que ça donne envie aux étudiants de continuer, ça change la relation entre l'examen et la didactique et l'apprentissage. Et je pense que c'est ça que vraiment fait la différence et fait que le CLES soit une certification tellement innovative. Pas peut-être maintenant, parce qu'il y a pas beaucoup, mais il y a des initiatives similaires. Mais quand le CLES a commencé, et merci Claude, c'était vraiment une chose qui ne se faisait pas. C'était pas la fin
du processus d'apprentissage et après l'évaluation. C'était la continuation du processus d'apprentissage. Et je pense que c'était une prolongation naturelle de l'apprentissage universitaire. Et quand on parle de qu'est-ce que CLES, ou quelle est la contribution de CLES, je pense que c'est ça. Et ce qui me choque, c'est la stabilité de son construit dans le temps. Parce que c'est très, très, très difficile de résister. Ce matin aussi, on parlait des certifications privées. C'est très difficile de résister et de maintenir cette cohérence. Mais de maintenir cette cohérence sans perdre le concept original. Alors, en résumé, c'est ça, on l'a dit déjà, c'est un modèle pionnier et il nous rappelle que certifier une langue, et je pense que ça c'est vraiment très important pour les universités, parce qu'on a une responsabilité attachée à le fait que nous sommes des universités. Il y a une responsabilité ajoutée à notre rôle. Alors, je pense que le CLES nous rappelle que certifier une langue, ce n'est pas seulement donner un niveau, c'est un peu plus que ça. C'est reconnaître une compétence d'action. Alors, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Fischer, président d'UNICERT. J'espère. Quand j'ai commencé à enseigner à l'université, j'ai très tôt adapté l'approche actionnelle et je suivais un peu j'enseignais le français à l'époque, quand j'étais jeune. Donc j'ai également suivi un peu la didactique française. Donc, ce qui m'a beaucoup influencé, c'est-à-dire je travaillais avec des simulations globales, par exemple, etc. Et au fur et à mesure des années, donc on a développé les projets de plus en plus approfondis et la réaction des étudiants était « le projet c'est super, mais quand est-ce qu'on sera préparé pour l'examen ?» Ou bien le commentaire c'était le cours était super, mais pourquoi à la fin il y a un examen tellement ennuyeux? Et là j'ai commencé avec les étudiants à réfléchir et j'ai commencé justement à adapter les compétences productives au projet qu'on menait en cours. Mais je n'étais pas complètement satisfait. Donc, quand on avait les colloques en Allemagne, il y avait toujours des collègues d'Alsace-Lorraine qui nous parlaient des développements qu'il y a en France en ce qui concerne les examens, l'évaluation. Et on était intrigués un peu comment ils font. Et donc, en 2006, c'est Annie Petermann qui est venue présenter le CLES et ce modèle d'un examen monothématique. Et là, en fait, j'ai trouvé la solution à mon problème. Donc, je ne dirais pas... Julia, elle a dit... le CLES précédait son temps. À mon avis, il était justement arrivé au moment où on en avait besoin. Parce que, moi, j'ai trouvé avec le CLES ce que je cherchais. Donc, le point fort du CLES, c'est cette approche monothématique, l'approche actionnelle et ce modèle d'utiliser des scénarios. Là, je me suis heurté ensuite dans notre contexte avec des enseignants quand on voulait l'introduire. Le problème que les enseignants avaient que dans un examen, il faut tout
examiner. Donc il y avait toujours toute la gamme des aspects grammaticaux qu'il fallait traiter. Donc on sautait d'un sujet à l'autre, etc., pour justement toucher tous les aspects grammaticaux. Et donc on a eu cette grande discussion. On ne regarde pas tous les aspects, mais on va en profondeur. Et en fait, c'est par là qu'on a réussi à convaincre les enseignants qu'en fait, cette approche actionnelle à l'examen, on analyse une situation en profondeur et ça nous facilite ensuite à dire ce que la personne est capable de faire, comme Julia l'a déjà dit. Donc, oui, c'est un modèle singulier que je trouve qui est toujours aussi moderne qu'à l'époque de sa création. Peut-être c'est maintenant un modèle qui sera plus répandu dans les années à venir. En fait, quand le volume complémentaire a été publié, j'étais heureux parce qu'il y avait cette approche actionnelle qui était vraiment mise en relief et accentuée. Et il y avait, lors de la promulgation du volume complémentaire, il y avait le colloque au Conseil de l'Europe à Strasbourg en 2018 et on travaillait en groupe dans des ateliers et ils nous ont dit au début, le volume complémentaire adresse la formation, l'apprentissage, mais pas l'évaluation. Et après chaque session, quand les groupes sont revenus, et en résumé, oui, ça, c'est bien, mais comment on approche maintenant l'évaluation? Parce que nos évaluations, ça ne correspond plus au modèle que le volume complémentaire présente. Et moi, j'ai dit, bon, c'est super, parce que nous, on a la solution. Donc, dans le contexte UNICEF, on n'a pas exactement la même approche que le CLES, mais presque. Je crois qu'on y est. On y est. Et à deux, dans le système NALTI, mais on reviendra tout à l'heure, on est en train de convaincre nos partenaires vous avez réussi, de passer à une approche actionnelle également. Oui. Donc, en ce qui concerne encore un point, en ce qui concerne le washback, je crois qu'il y a aussi un washback de la formation ou l'enseignement vers l'examen qu'on voit ici. Les deux défis que je vois, c'est le rôle de l'acteur social et comment le combiner avec les jeux de rôle où on impose le rôle, où je ne vois pas qu'on est un acteur social. C'est une discussion qu'on pourra continuer au restaurant ce soir. Et le deuxième point, c'est je vois le CLES toujours comme une certification universitaire pour le contexte universitaire. Et là, il y a deux défis que je vois. L'un, c'est la pression un peu du ministère vers une massification et d'adresser d'autres clientèles. Donc, mais si la clientèle devient encore plus vaste, j'ai encore plus de problèmes d'adresser des thématiques académiques. Donc là, je vois un des défis. Et le deuxième, c'est justement l'idée qu'on a vue ce matin de Muriel de les langues de spécialité, où je vois actuellement un potentiel, mais au niveau européen. Merci. Bien, merci. La parole... Merci. Bon, oui, on peut applaudir.
la parole à monsieur Springer. Et vous savez aussi l'importance que Claude a eue pour légitimer le domaine de l'évaluation dans tous ses écrits. Je saluerai notamment l'évaluation en langue 2011, qui pour moi a été le départ d'une réflexion qui ne m'a jamais quitté finalement. Donc merci aussi pour le domaine, monsieur Springer, tout simplement. Oui, vous êtes trop gentil. Après ces deux présentations, vous voyez bien que je ne devrais plus avoir grand-chose à dire, mais je vais quand même apporter une petite touche personnelle. La première, c'est ce que j'ai dit à Annick et à Rodica. Celles et ceux qui étaient à ma petite communication, si vous vous souvenez bien, je disais que le gène premier du CLES, c'est le compagnonnage et l'interrégional, et le fait que ce CLES soit né grâce à la collaboration des doctes et sages femmes du début. Et je voulais féliciter, je l'ai déjà fait, mais publiquement, je suis vraiment très impressionné de voir l'extension que le CLES a pris, et aussi de voir que ces doctes et sages femmes sont multipliées par 10, et qu'elles sont toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres. Donc ce compagnonnage, au départ, c'était un compagnonnage pédagogique, d'accord ? Je l'ai dit que nous n'étions pas des certificateurs psychométriciens, nous étions et nous sommes toujours, je pense, ou vous êtes toujours, je pense, des pédagogues avant tout, hein, pédagogues, didacticiens, peu importe. Et donc je pense que c'est l'âme même, et c'est ce que j'avais dit aussi, cela devrait être la fierté première du CLES, de pouvoir mutualiser, partager, travailler ensemble, se former mutuellement. Hein, pour moi, c'est ce que je retiens, et j'ai, comme diraient les jeunes, j'ai été bluffé de voir la démultiplication que vous avez été en mesure de réaliser 25 ans après. Et j'ai pris un coup de vieux en vous écoutant encore plus. Alors ça, c'était le premier point, et donc je félicite tout le monde par rapport à ça. Alors le deuxième point qui me tient à cœur, et peut-être qu'on pourrait me prendre pour un petit grincheux, alors je suis petit, je suis grincheux, d'accord, c'est que le CLES n'a pas commencé en 2001, d'accord, mais c'est bien le rejeton, pourrait-on dire, du secteur Lansade et du DCL 1995, c'est-à-dire que le DCL a commencé en 1991. C'est pour ça que moi j'ai toujours un petit peu de mal quand on dit il est dans la ligne actionnelle du CECR. Voilà, lisez l'article de Shahida Izani 1996 sur la notion de scénario, et vous verrez que ça monte effectivement assez loin. Et donc cette nouveauté, finalement, d'accord, elle revient au CLES, mais elle revient avant tout au DCL. Alors puisque Laurent avait dit, si tu as des anecdotes, vas-y, j'en profite, c'est que l'arrêté de 2000 nous a pondu, si vous le relisez, quelque chose d'assez maigrichon et très maladif. Puisqu'on disait, oui, il faut tout de suite certifier, et donc tous les étudiants qui ont 10 de moyenne, on leur donne le niveau B1. Voilà, hein, vous lisez ça comme ça. Et puis, on va faire des QCM, le C-test, etc. Enfin, ils n'avaient rien compris du tout. Et les universités n'en voulaient pas. Donc, on a tout dû refaire, mais le ministère m'a explicitement interdit de refaire le scénario du DCL. Je rappelle que le scénario du DCL, c'est un scénario unique, hein, thématique, scénario unique, qui permet
de rendre compte, pas d'évaluer, mais de rendre compte des multicompétences qu'on peut avoir pour s'adapter et mobiliser des ressources pour répondre à une mission et à une situation. Donc, c'est quand même assez ambitieux. Donc là, il fallait rester sur le fait qu'on veut dissocier. C'est vrai que c'était compréhensible puisque on s'adresse quand même à un public universitaire, à des centaines, je ne vais pas dire des milliers, mais déjà des centaines et des centaines d'étudiants qu'il faut évaluer, certifier dans un temps suffisamment convenable et supportable, aussi bien pour eux que pour les finances, etc., etc. Donc ça c'est le deuxième point sur lequel je voulais un petit peu appuyer. Et ça doit être aussi, finalement, le retour que nous avons eu, ça doit être aussi une fierté. Hein. On s'inscrit dans une histoire, et c'est l'histoire du début de l'Europe, de la mobilité, hein, d'accord ? Et c'est une réponse que nous avons pu donner pour justement Erasmus, envoyer les étudiants partout, mais qui puissent quand même à peu près se débrouiller. Donc c'est aussi une fierté par rapport à ça. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec Johan, pour moi, de dire que le volume complémentaire 2018, et j'ai écrit avec une amie un livre là-dessus, c'est les notions de médiation et de collaboration. Et vous voyez que médiation et collaboration, c'est intimement lié à la notion de projet, de mission. Hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est... et projet-mission, ça veut dire qu'on n'est pas seul. C'est pas l'étudiant seul qu'on voit. Hein. Les autres certifications, on évalue, on dit voilà, il maîtrise, etc. Non, là, c'est vraiment la capacité qu'on va avoir quand on apprend une autre langue à s'ajuster à l'autre. Hein. S'il n'y a pas l'autre, c'est pas de la communication. Voilà, c'est tout. Donc c'est bien une langue opérationnelle. Donc médiation, collaboration, projet, tout ça pour moi, ce sont des mots-clés au point où quand on a entendu la discussion sur les vétérinaires, on voit toujours le mot langue qui apparaît. Et culture, c'est où ? Donc vous voyez que si on est dans cette nouvelle vision que j'appelle une nouvelle épistémologie, une épistémologie socio-culturelle, bah, c'est culture qui doit arriver en premier avec langue. Moi, je continuais dans mon dernier livre à dire langue et culture. J'étais déjà fier, mais en fait, j'aurais dû dire culture et langue. Hein. Pour les vétérinaires, c'est bien ce qu'on nous a dit. Ils vont parler une langue, mais quand ils vont être vétérinaires en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, ben, c'est pas seulement communiquer, savoir utiliser des mots qui est important, mais la capacité à s'adapter à une autre façon d'envisager la vie, d'envisager le social. Voilà. Donc, j'avais dit qu'effectivement, c'est communication et pragmatique. Et je pense que ce terme de pragmatique est vraiment important. Je l'ai retenu de Bachmann, est vraiment important. Et on est donc au-delà de l'épistémologie du CECR 2001, qui lui parle d'information et communication. Et si vous avez lu Brian North, et j'ai oublié son nom... Picardo. Voilà, Picardo. J'ai toujours des petits problèmes de nom. Et Enrica... ils ont bien dit que le volume complémentaire marquait une rupture théorique, épistémologique très forte par rapport à cette notion de langue-outil pour parler. Mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout, et je vais m'arrêter là, on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'en fait, il était interdit aussi pour le volume complémentaire de modifier l'échelle. Et si vous regardez l'échelle des niveaux de compétences, on reste toujours dans une... je ne sais pas si c'était Trim qui disait ça, gradum ad parnassum, hein, où donc ce sont les niveaux B2, C1, C2, où on est capable de mener un projet, de travailler en collaboration.
Dites ça à un collégien qui, dans sa langue maternelle, fait des projets, va sur Internet, travaille avec d'autres, fait des vidéos, etc., qui ont plein d'amis, voilà, toujours sur Internet, et leur dire, tu oublies tout ce que tu sais faire dans ta langue maternelle, et là, dans la langue étrangère, tu ne sais plus rien faire. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on n'est pas encore en capacité à questionner cette fameuse échelle et l'idée de compétence que cette échelle nous impose. Alors bien sûr, il y a Puren qui a dit qu'il faut sortir du cadre. Bon, c'est un petit peu ça. Je m'arrête là, sinon vous allez me lyncher. C'est pas prévu, mais écoutez, on va donc enchaîner avec notre deuxième question. Et merci pour la transition sur la construction européenne. Je ne pouvais pas rêver de mieux, cher Claude, puisqu'elle concerne évidemment le CLES à l'échelle européenne cette fois et internationale. Donc, je rappellerai brièvement que le CLES a été un des membres fondateurs, moteurs, avec l'Espagne et l'Allemagne, pour la construction de cet accord, ce Memorandum of Collaboration qui a été signé en grande pompe à Poznan en 2018 sous l'égide de Cercle, signé par la présidente de Cercle, et donc le CLES a été un acteur de ça. On s'est enfermé à Nice pendant 2 jours pour rédiger cette convention après avoir fait certaines réunions à Göttingen ensemble. Quelque part, c'est un peu aussi le traité de Nice, il faut le dire. Bon. Et donc, on a tout de suite compris qu'il fallait effectivement arriver à cet accord de Nulty parce que c'était aussi une pression institutionnelle. C'est-à-dire qu'on se prenait dans la figure souvent que le CLES était franco-français et qu'on était dans un entre-soi franco-français tout à fait sympathique, mais rien hermétique, et qu'il fallait sortir de là. Et grâce à ce réseau, maintenant, on l'a appris hier aussi, on l'a encore compris hier, les universités françaises peuvent se défendre pour envoyer leurs étudiants justement en mobilité européenne internationale en disant non, on fait partie d'un réseau européen, et oui, le CLES est reconnu au niveau européen. Donc la question est celle-là, quel rôle maintenant, avec son construit, dans le paysage européen des certifications qui existent, privé, public bien sûr, le CLES peut-il encore jouer et comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir du CLES au niveau européen avec vos yeux d'Européens, justement. La parole est à Madame Zabala, qui est la présidente de l'association européenne Cercle. Je pense que le CLES, évidemment, a un rôle fondateur. Et ce n'est pas une erreur de français. Je n'ai pas dit a eu un rôle fondateur, mais a un rôle fondateur, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et je voulais dire ce matin, parce que nous avons écouté dire que NULT, c'est 250 centres de langue. Mais pas vraiment, parce que Cercle, c'est plus de 4 centres de langue universitaire. Et on doit penser que NULT, c'est dans Cercle. Alors, on parle de plus de 400 centres universitaires, et pas seulement en Europe, mais aussi ailleurs. On a des centres au nord de l'Afrique qui sont francophones, et ça, c'est très important parce que le CLES devrait avoir vraiment une présence là. On a des centres aux États-Unis. Alors oui, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est un peu comme l'Europe. On doit le croire aussi. Alors on doit défendre les certifications européennes universitaires. Ce n'est pas seulement l'être, mais on doit vraiment défendre ce qui est à nous. Et quand je dis ce qui est à nous, je parle de CLES, je parle de UniCert, de ACLES. On doit défendre ça. On doit croire que nous sommes vraiment une alternative, pas une alternative, mais je pense que une meilleure alternative pour les étudiants universitaires. Et c'est ça qu'on a commencé avec le traité NULT. On voulait relier les certifications universitaires européennes, mais parce qu'on voulait renforcer la crédibilité mutuelle. C'était une question et aussi faire face à la multiplication d'examens privés. Bien sûr, on a déjà parlé de ça ce matin. Et je pense qu'on n'a pas fini notre travail. Et
dans cette histoire, bien sûr, le CLES a un rôle très, très important à jouer. Et on a parlé du modèle didactique, de sa rigueur méthodologique. Ce matin, on a écouté parler de tout ça. La cohérence avec le CE-CR. Mais ça, c'est aussi partagé par les autres certifications nationales. Et encore, en Allemagne, à Bologne, en Espagne. Alors, on est vraiment très fort. On oublie peut-être qu'on est vraiment très fort. On est très grand. Non, parce que très grand, peut-être ce n'est pas la parole, mais le mot. Mais oui, mais on oublie ça, parce que j'écoute parler de certification universitaire, et c'est toujours, mais on ne peut pas, parce que les grandes entreprises, 450 centres de langue universitaire, nous sommes très grands. Il faut seulement le croire. Et être capable de travailler ensemble. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le CLES, c'est UniCert, c'est UniCert Luce, c'est l'Italie qui, on espère, va joindre Nolti, on espère. C'est l'Espagne. On parle de beaucoup de centres, beaucoup d'universités, et il faut le croire. Et maintenant, au sein de Cercle et de NULT, on travaille pour renforcer ça entre notre système. On veut des examens avec des valeurs européennes, le plurilinguisme, la qualité, la responsabilité sociale. Je dis avant et je répète, les universités ont une responsabilité sociale ajoutée. Alors ça, je pense que c'est important et on ne peut pas l'oublier. Pour nous, c'est différent. Et je ne parle pas de public ou privé. Je parle d'enseignement supérieur. On a une responsabilité vers nos étudiants, vers la société. Alors, je pense que c'est pour ça que nos certifications ont une âme, oui, une âme un peu différente. Et du point de vue de l'Espagne, ça c'est un petit, parce que Johan a dit on va convaincre l'Espagne, vous avez réussi. Et cette semaine, on commence le pilotage de nouveaux ACLES digital, ACLES numérique. Et on a changé le construit d'ACLES complètement. On a bouleversé le construit de ACLES. Et maintenant, c'est scénarisé. Et on va avoir les deux, parce qu'on ne voulait pas une révolution française, mais on pense que ça va être vraiment une révolution au niveau national, parce qu'on a changé toute la manière des examens universitaires espagnols, et c'est grâce à la collaboration, parce qu'il y a 10 ans, on discutait, parce que moi, je viens de l'approche psychométrique. Moi, je fais des analyses statistiques pour les examens. Dehors. Dégage. Non, mais bon, mais c'est vrai, je viens de là. Et je dis toujours, et je le pense encore, les analyses psychométriques ne sont pas contre l'approche actionnelle et l'approche scénarisée. On peut utiliser les deux pour renforcer l'idée et pour renforcer la validité de nos examens. Alors, qu'est-ce que je pense que ça va passer au futur? Tu m'as dit coupe. Non, je ne sais pas quoi dire. Mais ça, je pense qu'on va réussir. Vraiment, je le pense. Je suis optimiste et je pense que c'est une question de travailler ensemble. On est d'accord. Je passe la parole à Yvonne Fischer, qui est toujours président d'UniCert. Tu as vérifié? Attends, je téléphone. Je ne sais pas. Oui. Où commencer? Peut-être on commence, c'est-à-dire, en fait, le pas de créer NALTI a été important pour nos certifications parce que dans le passé, on nous a toujours dit, mais
c'est pas reconnu. Et à l'international. Mais c'est un truc fait maison, tricoté à la main, etc. Et donc, dans le contexte cercle, on a dit, bon, ben, il faut travailler ensemble, c'est-à-dire, ça a commencé que lors des réunions cercle, les collègues en République tchèque et en Slovaquie ont dit « Ah, c'est intéressant ce que les Allemands y font, donc on peut faire la même chose, mais pas indépendant. » Donc c'est pour ça que ça s'appelle UNICEF Lutze, parce qu'ils voulaient, pour être reconnus, ils voulaient le support d'un autre pays. Ensuite, Julia et Christina m'ont demandé, alors vous faites quoi? Parce que nous, on voudrait faire quelque chose de semblable, mais quand même différent. Psychométrie est importante, essentielle. Et donc, on a un peu peut-être initié la création de Certacles. Ouais. Et puis, moi, j'étais toujours intéressé un peu ce que fait le CLES, donc j'avais toujours des contacts. On avait des projets ensemble avec le CILV. Et donc, on a réuni les collègues pour justement parler de la collaboration. On a eu une réunion de 2 jours à Göttingen et on a présenté nos différents systèmes. Et à la fin des 2 jours, on avait une longue liste de différences et on savait sur quel point on n'était pas d'accord. Donc c'était assez animé comme discussion. Et donc j'ai réinvité tout le monde l'année suivante et on a dit, bon, ben, cette fois-ci, on travaille sur les points communs. Et on a établi une liste des points communs, ce qui est devenu la base de nos quality standards. Assurance qualité. Oui, qualité, oui. Approche qualité. Je ne sais même plus comment on l'appelle. De notre approche qualité. L'approche qualité, oui. Ouais. Oui, alors un des points essentiels que je n'ai pas entendu beaucoup, c'est Julia qui l'a mentionné tout à l'heure, c'est justement la qualité. Donc, Julia, elle a dit, il faut défendre ce que nous faisons. Non, je dirais, il faudrait plutôt souligner là où nous sommes plus forts que d'autres. Donc, la qualité, c'est un des aspects, c'est qu'il y a justement... les étudiants doivent montrer s'ils sont capables de faire et pas seulement répondre à un QCM grammatical. Et ça rentre petit à petit dans le cerveau des professeurs d'université. Dans mon contexte, quand je suis arrivé à Göttingen il y a 19 ans. Le roi, c'était le TOEFL. Et on a eu dernièrement une réunion où justement, ils veulent maintenant un examen, mais c'était même pas la peine de parler des examens, des certifications commerciales, parce qu'ils ont dit l'expérience qu'ils ont eue est pas très bonne. Donc les étudiants étrangers arrivent avec un bon score en TOEFL. Ils ont la qualification dont ils ont besoin, mais ensuite ils n'arrivent pas à suivre les programmes d'études. Et il y a beaucoup d'échecs. Donc et j'ai dit, bon, ben, chez UNICEF, il faut d'abord un programme de formation et ensuite l'examen. Et ils ont dit, ben, on ne pourrait pas laisser tomber le programme de formation et uniquement l'examen. Alors j'ai dit, bon, ben, c'est le modèle CLES. Ah, c'est quoi le CLES? Donc, ce fait de travailler ensemble à travers les frontières
a augmenté la crédibilité de nos certifications. Et ça nous a aidé énormément. Le défi que je vois pour nos certifications, l'ensemble, c'est l'aspect langue et culture et le plurilinguisme. Donc justement, je crois que c'était Claude qui a dit ce matin, quand on parle de plurilinguisme, souvent c'est multilinguisme. On n'est pas encore là avec le plurilinguisme et c'est un peu plus compliqué et dans l'enseignement et dans l'évaluation. Donc là, c'est un aspect où il faudra encore voir un peu dans quelle direction nous pouvons aller. Mais déjà, dans nos certifications, l'aspect dans cette mise en situation, ces scénarios impliquent les aspects culturels. Et si tu veux avoir encore une anecdote, mais je crois qu'il n'y a plus de temps. Une courte. Alors, j'étais en vacances dernièrement. Je suis rentré là où j'ai fait mes études à Toulouse. Et donc, à l'arrivée, à l'embarquement, il y avait derrière moi 2 types qui devaient aller à une réunion de travail à Toulouse. Et ils n'avaient vraiment pas envie d'y aller. Pourquoi? Ils ont dit, mais ils pourraient l'organiser en visio, pourquoi il faut y aller? Et puis, de toute façon, vous savez, tu sais comment c'est, de toute façon, quand les Français, ils commencent, ils ont ces présentations qui ne finissent jamais. Et pour cela, j'ai vraiment pas besoin de sacrifier ma semaine, là, et ma famille. C'est tellement chiant, etc. Et j'ai vraiment pas envie d'y aller. Bon, je me suis dit, bon, ben, je dis rien. Au retour, j'étais assis à côté d'un gars qui était en train de faire du crochet avec de la laine rose. Donc, je trouvais ça très intéressant. Alors, au bout d'un moment, je lui ai demandé, bon, ben, vous faites quoi, là? Et puis, il a dit, je parle pas allemand. Alors, j'ai dit, vous êtes français? Oui, donc on peut passer en français. Et puis, il a dit, bon, ben, il est en train de tricoter quelque chose pour sa nièce. J'ai demandé quel âge, et puis il m'a dit, alors j'ai dit, vous êtes de Toulouse? Il a dit, non, j'habite à Hambourg. Alors j'ai dit, Airbus? Oui. Alors j'ai dit, et alors, donc l'équipe c'est très international? Oui. Et ça se passe bien? Non. Vous savez, ces Allemands, ah oui, j'ai dit, je les connais, c'est impossible. Et il a dit, je voyais ce problème et justement, j'étais intrigué. Et c'est pourquoi j'ai opté pour ce projet à Hambourg pour les connaître, pour savoir un peu comment ils fonctionnent et pourquoi ils fonctionnent de cette façon bizarre. Et il a dit, maintenant, je me suis même mis à apprendre l'allemand, mais j'y suis toujours pas. Et ma supérieure, elle est aussi française et elle a les mêmes problèmes que moi. Voilà, donc pour répondre, l'intelligence artificielle, elle pourra peut-être nous aider avec la compétence linguistique, mais elle ne va pas résoudre ces conflits au poste de travail. Donc, il y a une nécessité pour nos certifications. Eh bien, on espère quand même, oui. Claude, bien sûr. Oui, je me demandais, je demandais à Annick, mais comment vais-je pouvoir intervenir dans le cadre de ces associations et de ce consortium, on va dire, européen. Et là, je suis de nouveau bluffé de voir que ce compagnonnage interrégional franco-français a réussi ce pari de mettre en place, avec des gens aussi formidables, un compagnonnage européen. Et avec l'enthousiasme de Julia ou de Johan, on retrouve finalement pas mal d'éléments. Et c'est vrai que cette question de se dire, OK, on fait une certification locale, on va dire, mais quelle est la reconnaissance, d'accord ?
comment on peut dire que c'est européen. Voilà. Donc ce pas est franchi de manière absolument qui m'époustoufle, si on peut dire ça comme ça. Je suis époustouflé, ébahi de voir ce rythme de progression que vous avez, puisque c'est bien pour les Français, mais c'est bien pour les Allemands, c'est bien pour les Espagnols, ce sera bien pour les Italiens. Il y a un fil là qui a été tiré et je trouve ça absolument extraordinaire. Ça me fait penser, puisqu'on a cercle, que dans ma présentation, j'avais aussi dit qu'on avait cercle. Hein. Alors, je suis chauvin, alsacien, bon, pas très fiable, mais cercle a été créé à Strasbourg en 1991. 1991. Mais dans le DCL et dans le CLES, nous avons quand même très rapidement mis en place, je ne sais pas, je n'ai pas les dates, si c'est 2003, 2004, etc., mis en place dans beaucoup d'universités des centres de ressources ou des centres de langue. C'est-à-dire, c'est bien un modèle cercle. Hein, voilà, avec donc des références mutuelles, etc. Donc, même si c'était franco-français, c'était pas si franco-français que ça, quoi. Hein. Il y a eu quand même cette dynamique qui était une dynamique Lansade, quand même. Hein. Voilà, une dynamique Lansade. Donc, je voulais juste souligner ce compagnonnage européen qui est absolument indispensable et qui, là, je suis vraiment... je vous félicite. Enfin, je n'ai pas à vous féliciter, parce que moi, je ne suis pas grand-chose, mais quand même, c'est vraiment remarquable d'être parvenu à cette chose-là. Et ça rejoint ce que je disais de la validation sociale. Hein. C'est-à-dire qu'on reste un petit peu trop obnubilé sur... voilà, prouve que tu es valide, que c'est qualitatif, etc., etc. Ok, c'est important, je ne le nie pas. Au lieu de faire d'ailleurs de la psychométrie classique, on pourrait aussi faire du neurocognitif, comme je l'avais dit aussi, et aller plutôt dans ce sens-là sur la variété cognitive, hein, ce qui n'est pas le cas de l'évaluation cognitive expérimentale en bocal. Mais la validité sociale, elle est fabuleuse. Donc, je l'avais souligné pour nous, mais elle est là aussi. Là, on est dans de la validité sociale européenne et rien que ça, c'est vraiment, vous pouvez le noter, hein, un pari tenu européen avec des enthousiasmes qui sont là et des porteurs qui sont vraiment exceptionnels. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Rolia voudrait dire quelque chose et Johan, une petite question. Tu es toujours président d'UNICERT. Très vite. À la page web de Cercle, grâce à Annick, on a maintenant, parce qu'elle a insisté, et je pense que c'est une idée, une très bonne idée, on a maintenant une table d'équiparation de certification universitaire, certification universitaire européenne. Je pense que c'est intéressant. Alors, on va avoir là aussi les résultats du travail de standardisation qu'on est en train de faire. Alors, allez dans la page de Cercle, abonnez-vous à la page parce que vous recevrez toutes les informations, parce que vraiment, c'est intéressant du point de vue de croire, pas seulement le dire, mais on doit croire qu'on est vraiment partie d'un réseau plus grand. Et ma question, c'était, le logo de Nalti, il est où là sur les diapos? Perfide. Pardon? Oui. Ce qui est important aussi, je ne sais pas comment c'est, parce que la dernière fois qu'on a demandé,
Le logo Nalti, est-ce qu'il est maintenant sur les certificats que vous... Oui, Oui. ce qui a été montré Parce tout que à l'heure, ça, ça c'est datait pour la d'avant 2020. visibilité. Voilà. Mais maintenant, il est sur les certificats normalement. Et le logo Nanti a été créé par l'équipe de communication du CLES. C'est ça qu'on dit depuis 2 minutes là. Camille, notre stagiaire, qui l'a créé, et sous l'égide d'Annick, qui a insisté pour que ce soit fait et rapidement. Et puis, une dernière recommandation pour ceux qui participent aux discussions, quel certificat accepter pour l'accès à l'université, pour les programmes master, de ne pas seulement parler de TOEFL, IELTS et CLES, mais de mentionner la collectivité de Nalti. Donc chez nous, par exemple, dans les recommandations, il y a écrit toute la liste Nalti. Donc ça aussi, ça aide à souligner la crédibilité de nos certifications. Bien, alors je crois qu'on peut, vous l'avez déjà fait en les applaudissant, remercier nos invités pour ces échanges vraiment très riches. Je remercie nos collègues européens d'avoir accepté et tenu à interagir en français. C'est pas évident. J'aurais eu beaucoup de mal à le faire en espagnol, pour tout vous dire. Donc voilà, merci. Et bien sûr, la parole est à la salle. L'idée, c'est d'échanger, c'est de réagir à ce que vous avez entendu et enrichir, contester, vilipender. Alors. Ça dépend, 5 minutes. Oui, merci beaucoup pour cette table ronde très très riche et très voilà qui fait réfléchir. Vraiment, c'était de très grande qualité. Et moi j'ai une question qui concerne plusieurs personnes en fait, en particulier Julia et Johan qui viennent de parler de ça. C'est sur l'Europe, sur la dimension Nalti et le fait que vous mutualisiez, vous avez commencé à travailler ensemble. Bon, moi, c'est un des points qui avait été débattu au moment des comités CLES, etc., comme quoi la dimension européenne allait valider, allait rendre crédible aussi dans chaque pays les certificats qui étaient pas véritablement soutenus par le politique, en fait. Et c'est par l'Europe qu'on a en fait réussi à obtenir cet intérêt, disons, ce regard porté sur le CLES, au moins en France. Et donc, la question, c'est jusqu'où cette mutualisation. Pour l'instant, vous avez, donc tu as dit, Johan, que vous aviez travaillé sur les points communs, puisqu'il y a beaucoup de différences culturelles, en quelque sorte, entre les pays. L'évaluation fait partie des cultures didactiques. Et donc, jusqu'où cette mutualisation? Est-ce que vous envisagez à terme d'avoir une banque de sujets communs dans différentes langues? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est la standardisation? Est-ce que c'est la mutualisation de sujets, la circulation des correcteurs, des évaluateurs, et des formations communes, des formations d'évaluateurs, des formations de concepteurs de sujets communes, etc. etc. Donc, en fait, on travaille ensemble sur différents projets, ou on a travaillé ensemble sur différents projets depuis des années. Donc, dans le projet du CELV sur GALT, c'était surtout une coopération entre le CLES et UNICER. Donc après, maintenant avec le volume complémentaire, on a mené le projet Vitbox ensemble pour justement renforcer l'approche actionnelle dans l'enseignement des langues, ce qui mène maintenant à
training and consultancy, des séminaires de formation pour les différents pays membres qu'on fait ensemble. Et l'idée qu'on a créée ce matin, c'est justement maintenant... non, il y a un autre projet. Le projet Vitbox a mené à l'idée de collecter des exemples de descriptions d'examens ou de tâches pour l'enseignement pour une variété de langues, de niveaux et aussi les langues de spécialité. Là, on est encore un peu au début, mais on fait beaucoup de formations en ce moment et à chaque fois, je demande les exemples que vous développez ici, est-ce que je peux les utiliser pour notre banque de données? C'est encore un peu au début, mais on s'est mis d'accord. Il y a la motivation qui est là. Le temps, il manque un peu. Et le projet qu'on veut lancer ce matin, parce que depuis quelques années, je fais beaucoup de formations au niveau... Donc, c'était les collègues de la Slovaquie et de la République tchèque qui ont demandé, mais on ne pourrait pas développer des modèles, des exemples, des examens ensemble. Et j'ai fait, pendant un semestre, j'ai fait une série de webinaires où on a travaillé sur l'approche actionnelle et puis sur la création d'examens, le développement des grilles, les test specifications en français, etc. Et à la fin, ils ont créé des examens. Et c'était plusieurs langues, c'était pas seulement l'anglais, bon, la majorité c'était anglais, et on a dit, on devrait le répéter. On le fait maintenant au niveau national en Allemagne. Et l'idée qu'on a développée donc ce matin ou pendant la pause midi, c'est de relancer ce processus pour créer des examens de langue de spécialité, pas seulement entre nos 3 pays, mais avec les autres collègues qui sont intégrés, et justement pour ensuite avoir plus d'exemples dans notre banque de données et de le faire visible ensuite. Alors pour la visibilité, je ne suis pas un grand fan de publier des examens finis parce que ça mène surtout à la critique. Ah oui, mais ça, j'aime pas, et ça, c'est pas bien, et ça, il faudrait le changer, etc. C'est donc ce qu'on a développé. On a développé un modèle ou une template. Vorlage. Template. Où on décrit l'examen, c'est-à-dire on dit je prends ces sources, ensuite je fais ça et il doit faire ça, le but c'est ça, et l'important là-dedans c'est quel mode de communication, quelle échelle et quel descripteur. Donc ça invite les gens à retourner au volume complémentaire et de chercher les descripteurs qui sont pertinents pour cet examen. Et des fois, ils disent, mais il y en a tellement qu'on pourrait utiliser. Oui, mais lesquels sont les plus importants pour vous? Et donc, pour nous, c'est aussi une façon de familiariser les gens avec le volume complémentaire. Voilà. Julia, tu voulais ajouter quelque chose? Très vite. Nous avons vu au début que c'était vraiment très, très, très difficile de créer des tâches en commun. Alors, l'idée, c'était mais ça fait déjà 15 ans, je crois. Nous avons commencé à nous connaître, et pas seulement nous, mais aussi les certifications, pour arriver à avoir des standards en commun. Ça, c'était le premier pas. Maintenant, nous sommes en train de créer, de faire cette étude de standardisation où nous sommes en train de faire une alignation au CECR et nous allons finir ces pas la semaine prochaine. Alors, l'idée, c'est de
publier ça c'est le deuxième pas. Alors, nous avons des standards en commun. Nous sommes alignés tous avec le CSR et on voit, parce qu'on a des résultats préliminaires, on voit que, oui, on est vraiment très similaires. Et le troisième pas, c'est de créer quelque chose ensemble. Alors, l'idée, oui, mais ça... Je pense, mais ça c'est une opinion personnelle, que l'idée ne serait pas de changer nos certifications, parce que ça c'est vraiment très 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 difficile, sinon de peut-être ajouter quelque chose à notre certification ensemble. Peut-être, je sais pas le nom en espagnol ou en anglais, mais quelque chose extra. Et c'est pour ça qu'on a écouté Muriel ce matin, on a pensé, c'est ça exactement. Un module. Un module, merci. C'est avoir nos certifications alignées et avoir les études qui démontrent que vraiment nous sommes alignés, des études qui seront publiques pour tous avoir, et des modules européens optatifs. Alors, c'est une manière, parce que changer ou mettre ensemble nos certifications, c'est vraiment très, très difficile. Et je pense que c'est à cause de l'histoire, bon, pas une histoire, mais c'est vrai que la certification est vraiment très, très liée à la culture. Alors, on peut s'approcher, mais c'est très, très, très difficile de s'assimiler. Et ça ne serait pas une bonne chose, parce que c'est bon être différent. On apprend les uns des autres. Alors, on ne veut pas une certification unique. On veut des certifications différentes qui travaillent ensemble. Mais oui, c'est l'idée à arriver à être un peu plus, à utiliser les ressources qu'on a d'une manière un peu plus... Alors, Annick voudrait intervenir. Normalement, la parole est à la salle à ce moment, hein, je préfère le préciser. Non, j'ai droit à 1 minute. C'était pas vraiment une question, mais c'était d'abord pour vous remercier vraiment pour la qualité de la table ronde qui, j'espère, en tout cas, m'a fait beaucoup de bien parce qu'on est revenu à nos fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a reparlé des valeurs qui nous motivent, pourquoi on est là en fait. Claude parlait de compagnonnage, ce matin je parlais de réseau, et ça n'est pas 20 mots. Et on voit ici, alors là aussi c'est un cliché, ensemble on est plus fort, mais vraiment là on le voit. C'est-à-dire qu'ensemble on avance. Et peut-être ce que je retiens aussi, soyons fiers de ce qu'on fait, parce qu'on a un peu tendance à se justifier, à se dévaloriser, c'est-à-dire que on s'excuserait presque d'être une certification universitaire. C'est notre caution scientifique, c'est notre caution didactique. On est une certification universitaire et on n'a pas à s'en excuser. Alors que parfois, on sent dans les discours que peut-être ça serait moins bien parce que c'est universitaire. Donc je pense qu'on doit inverser ces non-dits, ces implicites, et vraiment revendiquer. Et vraiment, là, vous avez montré de façon magistrale que, voilà, on réfléchit ensemble et c'est ce qui fait notre qualité. Pour ne pas céder à des injonctions de massification, de tout ce qu'on veut, au détriment de notre construit, au détriment des valeurs qui sont les nôtres, celles du réseau, celles du compagnonnage, et celles aussi du construit de nos certifications respectives. Voilà. Et la force du réseau, évidemment, que Nolty soit associé à CERC, c'est une valeur ajoutée essentielle. Donc merci pour tout ça, et ça donne envie de continuer. Voilà. Je pense que la synthèse de tout ça, c'est à Claire Tardieu, qui, il y a des années, quand on utilisait Twitter, elle a utilisé un motto que j'ai adoré, les universités pour les universités. Et je pense que ça, c'est la synthèse de tout ça. Il faut être fier d'être université.